Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous savons très nombreux à nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour au juge au siège, Bernard Bourman, juge Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, président. Bonjour, juge Bernard Bourman. Bonjour à vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Hadj 2022, le premier vol des pèlerins burkinabés en direction pour l'Arabie Saoudite est annoncé pour le 21 juin prochain. 3 047 000 francs, c'est le montant à débourser pour chacun des 3 686 pèlerins autorisés à prendre part au 5e pilier de l'islam pour cette année. Mais le chiffre qui a retenu l'attention de l'opinion publique, ce sont 800 millions de francs CFA qui correspond à la subvention de l'État, une subvention qui fait aujourd'hui débat. Le sujet, il est enrôlé au tribunal de l'actualité. Vous aurez dans quelques instants le regard des juges au siège sur cette actualité-là. Éliminatoire Cannes 2023, le Burkina Faso a signé hier mardi 7 juin sa deuxième victoire dans la compétition, un sans faute pour Hubert Velud qui offre ainsi au Burkina Faso la tête du classement de groupe B aux étalons. Au Mali, on en sait un peu plus sur la durée de la transition. 24 mois à compter du 26 mars 2022. C'est le délai annoncé par les autorités de la transition au Mali. En tout cas, une annonce qui intervient au lendemain du sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Décryptage de ces sujets enrôlés après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bourman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci. Ce qui retient mon attention, ce sont ces procès en cascade. Donc, pour des faits de diffamation. Déjà, deux. Hier, il y a le dossier Aruna Kaboré contre Idrissa Nogo pour diffamation. Dans cette affaire de CITA, dans cette affaire de SICOT, et aussi dans cette affaire d'usine d'Anacard. Il y a aussi l'autre procès, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, donc, et son directeur, Dr Alfred Ouedraogo, contre l'activiste Naïm Touré. Et donc, Nogo condamné, Naïm également condamné pour des faits de diffamation. Donc, c'est ça aussi. Le réseau social, Facebook, c'est ça aussi l'intervention sur les médias. Donc, en même temps qu'on permet à la justice effectivement de faire son travail, naturellement, ça doit aussi interroger sur un certain nombre de choses. Donc, vous balancez les choses et puis bon, après, vous avez à répondre. C'est même bien que les gens passent par la justice pour régler ces problèmes. Ça permet que le côté pédagogique des choses puisse effectivement être mise en avance, être mise en évidence. Donc pour le cas SICOT, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'organisation. Nogo, qui fait partie du PPS, qui est même dans la cellule communication, son président ici avait fait cas également d'ailleurs de ce que son fonds de dossier aurait servi à créer le SICOT. Donc on se rappelle de tout cela. Et donc de tous ces bruits autour, il en avait parlé avec suffisamment de regrets et d'amertume. Alors aujourd'hui, on passe à... ils sont passés à la case procès. La question que je me pose, est-ce que le président aussi va y passer? Comment est-ce que ça va se dérouler? Mais j'ai dit, c'est en même temps, bien que les Burkinabés passent par la case de justice. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas les seuls procès pour diffamation. Il y en a beaucoup qui sont dans les tuyaux. Et puis bon, c'est aussi ça, l'expression de la démocratie. Donc, vous êtes diffamé, préférez la justice, et puis bon, on passe à autre chose. En attendant, ce qu'on souhaite, c'est que le droit qui a été dit aussi puisse être respecté. De toute façon, les mises en cause, ou du moins les condamnés, ont aussi la possibilité de se pouvoir en appel s'ils estiment que le droit n'a pas été véritablement dit. Merci, juge Bourman, pour en tout cas cet avant-propos-là. Nous allons également écouter l'avant-propos du juge Ouedraogo. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci bien, Président. Moi, je voudrais revenir un peu sur les mesures prises par nos autorités
au début de la lutte contre le terrorisme, et notamment en ce qui concerne les contrôles dans les bus sur nos différents axes routiers. Alors on se rend compte que chaque fois les bus sont arrêtés, les passagers descendus, contrôlés, et puis ils continuent leur route. Ça devient intempestif, les gens s'en plaignent et on se demande justement 7 ans après quel est l'impact de ce type de contrôle-là sur la question sécuritaire. Est-ce qu'on a déjà arrêté des terroristes là-dedans? Quel impact cela a? Ce sont donc des questions légitimes que les populations se posent, d'autant plus qu'on a le sentiment que ces contrôles-là sont devenus l'occasion de corruption, de raquettes des pauvres populations, ce qui n'est pas de nature justement à faciliter la collaboration tant recherchée entre les populations et les forces de défense et de sécurité. En plus de cela, on se rend compte qu'il y a certains bus qui ne sont pas contrôlés, certaines compagnies qui ne sont pas contrôlées, on ne sait pas pourquoi, et d'autres sont contrôlés. Donc on se rend compte au niveau des checkpoints qu'il y a des gens qui descendent, il peut arriver qu'il y ait 5, 6, 7 bus qui sont alignés, des gens même ne retrouvent plus les cas dans lesquels ils sont venus, c'est véritablement de la cacophonie. Et pendant ce temps, il y a d'autres bus qui passent, qui ne sont jamais contrôlés, on ne sait pas pourquoi. Or, au départ de cette mesure-là, à l'époque, le ministre Simon Compaoré avait indiqué que systématiquement, dans les gares, on va contrôler les pièces d'identité avant que les uns et les autres n'embarquent dans les différents bus. Mais à l'arrivée, on se rend compte que cette mesure n'est pas appliquée dans certaines gares et tout ça est de nature à ne pas faciliter véritablement la collaboration donc, entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il y a donc urgence à faire le point, à faire le bilan pour voir si ces mesures-là ne sont pas véritablement impactantes, qu'on puisse changer de méthode afin donc que les populations qui voyagent puissent souffler un peu et que ces occasions de contrôle ne soient pas une opportunité pour les forces de défense et de sécurité de racketter les populations. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Hajj 2022, la subvention de l'État a permis la réduction de 217 000 francs CFA sur chaque billet, en tout cas, de pèlerin. C'est l'information qui a été donnée par le Comité national d'organisation du pèlerinage à la Mecque. C'était lundi dernier. Alors, ce point-là, justement, je l'ai dit, a révélé un certain nombre de choses, a donné des informations. Et la subvention globale est estimée à 800 millions de francs CFA. C'était votre avant-propos hier, juge Bougman. Vous maintenez votre lecture. Cette subvention n'a pas sa raison d'être. Ce n'est pas une lecture, c'est une conviction. Je pense. Oui. Merci pour la précision. Oui, tout à fait. Je le dis et je ne parle pas seulement de la communauté musulmane. Et hier, j'ai même été clair. Je parle de toutes les communautés religieuses. J'ai dit que les communautés religieuses bénéficient déjà beaucoup de la part de l'État. Pour construire une chapelle, pour construire une mosquée. En fonction de la taille et des enjeux, l'État accompagne. Souvent par ses propres serviteurs, les ministres, les DG, parfois la présidence de la République ou la primature, ou souvent par officiel, quoi. Parce que les gens lancent des travaux de grande envergure pour un lieu de culte. Il faut rechercher des moyens. C'est en ce moment que ces connexions commencent et puis il y a des appuis qui viennent. Pour les évacuations sanitaires de certains leaders religieux, l'État casque, soit à travers le fonds de souveraineté, soit par le truchement du ministère de la Santé pour les évacuations, parce qu'il y a de l'argent chaque année que le ministère de la Santé dégage pour les évacuations. Pour leur cérémonie, les différentes fêtes, il y a des leaders qui bénéficient également. Donc, pour la construction d'un temple et pour la construction d'une mosquée, à la limite, ça, je peux comprendre. Parce que il y a un ministère en charge du culte. Il y a une liberté religieuse. Le droit à la liberté religieuse est consacré au Burkina. Le temple ou la mosquée rassemble des fils et des filles d'une même communauté dans un pays.
et pour encourager ces cadres qui sont en même temps aussi des cadres de promotion des valeurs cardinales, des valeurs de paix, de cohésion, de confraternité, l'État pourrait encourager. Et ça, je dis bien, c'est en fonction de la dimension du lieu de culte. À Ouaga, dans la communauté musulmane, il y a ce qu'on appelle les mosquées du vendredi. Ce n'est pas dans toutes les mosquées qui accueillent les prières du vendredi. Dans les autres communautés, c'est pareil. Il y a des petits temples dans les quartiers, parfois même qui abusent des espaces verts. Il y en a qui ont transformé les domiciles en lieux de culte. Je ne parle pas de ça. Je parle des grands temples ou des grandes églises. La bâtisse est grande, c'est une paroisse, c'est ceci. Donc, il y a ces appuis-là. Donc, dis bon, comme on encourage la liberté de culte pour que les uns et les autres se respectent, et que la communauté veut se rassembler, parce que parfois, il y a des messages également que l'État passe à travers les religieux pour faire la promotion, je dis bien, des valeurs cardinales qui transcendent toute religion. On peut comprendre qu'on dit, bon, et on a appris que vous avez une bâtisse, vous avez fait une demande, on n'a pas grand-chose, mais prenez. Ça permet aussi à l'État de réguler, de contrôler et de dire si le plan dans votre religion pour aller ici, vous ne pouvez pas aller là. Parce que ça, je dis, je peux comprendre ça. Parce que ce qui est demandé à chaque croyant dans toutes les communautés, il y a des aspects de prière individuelle et il y a des aspects de prière communautaire ou collective. Vendredi pour les musulmans, dimanche pour les chrétiens, toutes tendances confondues. Et il y a les fêtes religieuses également à l'intérieur. Mais passé cela, le pèlerinage, c'est un acte individuel, c'est un acte solo. Et vous choisissez le lieu que vous voulez, en fonction d'ailleurs de vos moyens. Et dans chaque religion, il y a plusieurs destinations. Prenez l'église catholique, il y a plusieurs destinations. Pour ceux qui n'ont pas les moyens pour aller à Isia ou à Yamoussoukro, à côté en Côte d'Ivoire, parce que ici à Yamoussoukro, à la basilique, c'est un grand lieu de pèlerinage pour les catholiques. Donc, Yagma est à côté. Vous pouvez aller à Yagma, prier là-bas, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, au niveau du comité du pèlerinage catholique, M. Bagré, qui préside, il a dit non, tout le monde n'est pas obligé d'aller en Israël. Celui qui n'a pas l'argent d'Israël, il va à Yamoussoukro. S'il n'a pas Yamoussoukro, bien ici, il peut rester à Yagma à côté. C'est pas un problème. Il y a même une basilique mineure là-bas. Ensuite, il y a plusieurs autres lieux pour l'église catholique. Pour l'aile protestante, il y a plusieurs autres lieux également de pèlerinage. Vous avez Israël. Il y en a qui vont même dans d'autres lieux aux États-Unis d'Amérique parce que beaucoup sont venus, surtout les églises, les assemblées de Dieu, et beaucoup qui sont installés au niveau du Burkina, les évangéliques, beaucoup, c'est les États-Unis ou Londres, ou comme on appelle ça, la Grande-Bretagne. Là, mais c'est rare, c'est beaucoup plus les États-Unis d'Amérique. Il y en a qui font beaucoup plus d'immersion pour regarder comment ça marche et tout, visiter des lieux de culte ou bien aller en Israël. C'est un choix. Pour la communauté musulmane également, c'est la même chose. Maintenant, là-bas, l'unique destination, c'est vraiment la Mecque. Bon, on a la chance que vous êtes des musulmans ici. Vous connaissez mieux ces choses-là. Donc, par rapport à ce qui est dit pour le pèlerinage, j'ai dit le pèlerinage, c'est un acte solo. C'est quelqu'un qui dit, pour l'accomplissement de ma foi, je vais sur tel lieu, marcher sur les pas de dévancier, prendre la température de ces hauts lieux saints de ma religion. C'est d'abord une question de moyens personnels. Maintenant, s'il connaît quelqu'un à qui il veut aller solliciter de l'aide pour compléter, aller, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a beaucoup de défis à faire face. Donc maintenant que l'État subventionne, ça pose effectivement un autre problème. Et même mieux, c'est même pas la subvention, on paye même des frais d'émission. Le regretté président du Conseil constitutionnel, l'ancien ministre Tahirou Barry, l'ancien ministre Alpha Bari et bien d'autres autorités du Burkina sont allés à la Mecque selon le journal du Courrier confidentiel, avec des frais d'émission. Mais quand la polémique a été soulevée, certains ont reversé les sous. Interrogé ici, Tahirou Barry a même dit qu'il a reversé. Mais c'est l'État qui leur a permis ça. Ils n'ont pas eu la vigilance de dire attention, comme c'est un acte de foi, ça va.
Parce que l'argument aussi, c'est de dire que c'est l'Arabie Saoudite qui a donné au gouvernement du Burkina un quota pour les autorités. Et donc, pour l'image du Burkina, pour c'est des questions diplomatiques également, donc il faut y aller. Je n'ai pas dit non. Mais s'il faut faire casquer le citoyen, pour des gens qui peuvent même se prendre en charge, pour des gens, pour la Mecque, c'est bon, ceux que je cite là, ils ne sont pas ça près, quoi. Il y en a même qui sont déjà allés avant ça. Donc, franchement, je ne vois pas où se trouve véritablement la nécessité, non seulement de donner des frais d'émission et tout, avec tout ce qui va avec. Donc, moi, j'ai dit, les religieux bénéficient déjà beaucoup avec l'État. Rentrer encore dans les questions de subvention pour les différents pèlerinages, bon, je dis non. J'ai dit ça, c'est pas... Je pense que non. Parce que j'ai dit, regardez aujourd'hui les défis que nous avons par rapport aux questions sécuritaires. L'humanitaire demande combien? Dans cette inflation, dans cette vie chère, où il y a presque 2 millions de déplacés, on a 1,9 million et quelques de déplacés internes, selon les chiffres officiels. Il y a des VSDP au front qui ont besoin de moyens, de carburant, et qui disent que ce qu'on leur donne, ce n'est même pas beaucoup, 20 000. Qui ont besoin d'engins, d'armement. On a des forces de défense et de sécurité qui disent parfois qu'ils ont des questions de primes. On a des fonctionnaires qui ont besoin de moyens pour pouvoir être efficaces dans leur mission. Est-ce qu'on n'a pas d'autres défis à relever que de subventionner quelqu'un qui part rencontrer son Dieu de façon personnelle? J'ai dit bien de façon personnelle. Je me pose très bien cette question. Mais quand on regarde le nombre de pèlerins, on prend la subvention accordée, quand on fait les calculs, apparemment ça ne dépasse même pas 200 000 francs. Ouais, 217 000 francs CFA. Par pèlerin. D'abord, ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais la com, c'est comme si c'est l'État qui vous envoie à la Mecque. Vous allez revenir, la famille va dire, et c'est l'État qui vous a pris en charge. C'est combien même d'ailleurs? Pour quelqu'un, puisque ça fait 3 200 000 d'ailleurs. Bon, pour quelqu'un qui est prêt à casquer ça, il n'attend plus 200 000 francs de l'État pour le faire. Il n'en a pas besoin. Beaucoup n'en ont vraiment pas besoin. Donc, on prend des gens en charge pour aller à la Mecque. Le gars, il vit dans des conditions très difficiles. Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Il part à la Mecque, il revient de trouver cette vie de misère, cette vie de pauvreté. Le pèlerinage à la Mecque n'a rien changé dans son quotidien. Il revient, il est toujours amer. Le pèlerinage ne l'a pas changé. Le pèlerinage ne l'a pas converti. Il est arrivé en Israël, oui. Il a marché sur les pas de Jésus. Il a vu ce qu'est l'œuvre des prophètes, ce qui a été fait, oui. Il revient à Ouagadougou tout énervé parce qu'il revient tout retrouver son taudis. Il mange mal, il dort mal. Est-ce que lui là, il bénit vraiment Dieu, il bénit la source? C'est pas évident. C'est juste pour aller revenir, mais il retrouve la même galère. Il y a des gens, la meilleure façon pour qu'ils louent Dieu, c'est déjà contribuer à améliorer son cadre de vie. Certains ne sont pas à ce niveau, mais d'autres, il y a une subvention, dit bon, il faut aller, bon, Dieu a fait grâce, et puis bon, il revient, même son quotidien ne s'est pas amélioré. Parce que, alors qu'en spiritualité, l'équilibre moral, social et l'équilibre, la paix intérieure, ce sont les deux ailes d'un même oiseau. Il y a un qui règle le temporel, il y a un qui règle le spirituel. Si sur le plan temporel, il est déséquilibré, sur le plan spirituel, il y a de fortes chances qu'il soit déséquilibré. Sur le plan spirituel, il y a un déséquilibre, ça va se jouer. Et comme c'est l'invisible qui commande le visible, s'il n'a pas réglé les questions intérieures, ce n'est pas aussi évident. On n'aura pas réglé. Il est allé à la Mecque, il est revenu. Il est allé en Israël, il est revenu, mais il n'a pas changé. Il y a combien qui sont allés en Israël, il y a combien qui sont allés à la Mecque. Mais regardez leur quotidien, ils continuent d'insulter les gens. Ils continuent de s'énerver à tout bout de champ, puisque ces problèmes temporels ne sont pas réglés. D'accord. Alors, juge Ouedraogo, on l'a dit, 800 millions de francs CFA, c'est le montant justement que l'État accorde comme subvention pour accompagner les pèlerins. L'information a été donnée, ça a suscité des débats. Aujourd'hui, la toile s'est enflammée, mais pour beaucoup, toute polémique est une opportunité pour régler, je dirais, définitivement ces questions-là. Et pour la question de la subvention, notamment pour les questions de foi, des questions religieuses. Quelle est votre lecture là-dessus? Pour beaucoup, c'est surtout la question de transparence, qu'on dise ce que l'État octroie aux différentes communautés et la finalité ici, il n'y a pas de raison qu'on biffe justement ces lignes budgétaires. À votre égard là-dessus? Absolument. Je pense que
le débat n'est pas sain en ce moment. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement a fait l'option maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, de jeter ce débat dans l'espace public. Mais en tout cas, ce n'est pas un débat tel qu'il est mené aujourd'hui de nature à faciliter la cohésion sociale. Moi, je ne pointe pas le doigt accusateur justement sur ces religieux qui bénéficient de la subvention de la part de l'État. Parce que presque toutes les entités obtiennent ces subventions-là. Aujourd'hui, au Burkina, les médias obtiennent de la subvention de la part de l'État. Les syndicats obtiennent des subventions de la part de l'État. Les partis politiques obtiennent des subventions de la part de l'État. Et bien d'autres structures obtiennent des subventions de la part de l'État. Aujourd'hui est en débat la subvention à la communauté musulmane. La question que moi je me pose, c'est est-ce que les pèlerins qui sont concernés par la question savent que l'État burkinabé met 200 000 francs, comme il a été dit, en plus de ce qu'eux, ils apportent comme contribution? Je ne suis pas sûr. Bernard Bougma l'a indiqué, c'est un acte de foi. Et chacun envoie en fonction de ses moyens, parce que même dans l'islam, le pèlerinage à la Mecque n'est pas une obligation. C'est ceux qui ont les moyens qui y vont. Donc pourquoi ceux qui ont les moyens mettent de l'argent pour aller et qu'en sous-marin, l'État burkinabé met en plus une subvention supplémentaire pour leur permettre d'aller faire leur pèlerinage? Moi, ça me pose des questions. D'où viennent ces subventions-là? Est-ce que c'est voté par nos députés? Est-ce que c'est consacré dans le budget de l'État? Est-ce que toutes les communautés obtiennent cette subvention-là? Ou est-ce la communauté musulmane seule qui en bénéficie? Ça, ce sont des questions de bonne gouvernance qui sont posées là. Sinon, le fait que l'État aide des Burkinabés, on peut se poser des questions sur l'opportunité, sur la pertinence d'aider des gens à aller faire leur acte religieux. Mais en même temps, on se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi l'État fait ça? Qu'est-ce que l'État gagne à faire ça? Je pense que notre débat doit être plutôt d'interroger ceux qui prennent ces décisions-là, c'est-à-dire nos élus, c'est-à-dire nos autorités. Pourquoi ils se sentent obligés de subventionner ces religieux? Qu'est-ce que l'État burkinabé gagne en retour? Il leur appartient de sortir et de nous expliquer. Quand on nous dit que ça coûte 800 millions, la subvention accordée à la communauté musulmane pour le Hajj, on se demande quel est le mécanisme? Est-ce que cet argent-là est justifié après? Comment ça se passe concrètement? Parce que ça peut être en même temps l'occasion de détournement, l'occasion de corruption, l'occasion de maintenir des groupes sociaux sous des dominations quelconques. Et le débat, comme je l'ai dit, est malsain. Quand on écoute même des acteurs de la communauté musulmane, on voit que tout le monde est embêté. Et j'en ai rencontré des gens qui sont allés au Hajj, qui n'ont jamais su que l'État mettait des subventions au profit de la communauté. J'ai dit non, moi je suis allé à la Mecque, je ne suis pas allé à la Mecque avec l'argent de l'État burkinabé. Je n'ai jamais demandé à l'État burkinabé de m'aider à aller à la Mecque. Alors d'où vient ce débat-là? Donc du coup justement, les gens sont très mal à l'aise, aussi bien la communauté musulmane que les autres communautés. Et du coup, pour moi, c'est l'État qui doit répondre à cette question-là. Ce n'est pas un débat qui doit être mené par les communautés en question. Eux, ils peuvent s'interroger effectivement sur le pourquoi. Mais je dis que, au nom de la transparence, au nom de la bonne gouvernance, au nom de la redevabilité, nos autorités doivent nous expliquer pourquoi ils subventionnent, combien chaque communauté reçoit et qu'est-ce que l'État gagne à subventionner. Est-ce que ce sont les communautés qui ont demandé cette aide-là ou est-ce que c'est l'État qui décide comme ça de donner quand on sait qu'il y a par moment, comme je l'ai dit, des velléités
de contrôle de ces communautés-là qui ont des impacts assez souvent sur leurs fidèles et qui peuvent constituer par moments, excusez-moi du terme, un bétail électoral. Donc on essaie d'amadouer les communautés, on essaie de les avoir avec nous, etc., etc. Sinon, en principe, le rôle de l'État, à partir du moment où c'est des Burkinabés qui vont dans un autre pays et qui y vont en masse, quand 3 000, 4 000 Burkinabés se déplacent vers un autre pays, évidemment, l'État a l'obligation d'avoir un regard là-dessus. Nous avons un ambassadeur en Arabie Saoudite, il peut faciliter des choses. Les autorités ici peuvent s'assurer que les Burkinabés voyagent en toute sécurité, que les structures et les agences de voyage qui sont chargées de faciliter ces choses-là sont dans les règles de l'art et ont les moyens nécessaires pour faire le travail. À partir de ce moment, l'État aurait fait sa part de boulot. Mais lorsque l'État se met en plus de cela à donner de l'argent, c'est à l'État d'expliquer pourquoi l'argent de l'ensemble des Burkinabés est utilisé pour faciliter la vie de certaines communautés, de certaines structures, etc. Sinon, dans le principe, en tant qu'État, nous pouvons décider, mais une fois de plus, il appartient au peuple, il appartient à nos représentants dans nos assemblées de voter le budget et de dire cet argent-là, où ça va aller, cet autre argent-là, à qui on va donner ça. Sinon, tel que le débat est posé, c'est malsain et ce n'est pas de nature à favoriser la cohésion sociale parce qu'on regarde déjà le ping-pong qu'il y a. Et avant cela, la semaine dernière, on avait déjà un débat du genre il faut superviser désormais les cultes, il faut faire attention aux discours religieux, etc. L'État va contrôler, ainsi de suite. Donc c'est un ensemble de débats comme ça qui sont posés dans l'espace public, qui ne sont pas de nature à nous permettre de nous concentrer sur les préoccupations urgentes de l'heure. D'accord. Alors, juste Bourma, c'est vrai, une fois de plus, avec ce débat-là, on se pose la question, est-ce que la laïcité est bien comprise de tous? Est-ce qu'on met le même contenu, justement, dans ce concept-là? Surtout qu'aujourd'hui, on a un ministère dédié au culte. Non, moi, je dis que le concept de la laïcité n'a pas... Il n'y a pas un problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. Chacun est libre de faire ses choix, de respecter aussi le choix de l'autre sur le plan religieux. Donc, ça, ce principe-là, je ne pense pas qu'il y ait un problème là-dessus. Mais est-ce que cela transparaît justement au quotidien dans justement ce qu'on prend comme décision au niveau de l'État? Oui. En fait, ici, ce qui n'est pas rendu public, c'est la nature des subventions. Il suffit, ce qui peut révéler ces choses, c'est quand vous êtes proche des entités religieuses, que vous avez une idée de ce que les uns et les autres gagnent en termes de faveur vis-à-vis de l'État au niveau des religions. Même pour les espaces, pour les constructions des lieux de culte, quand on fait un lotissement, chaque entité religieuse bénéficie de son espace. Au Burkina, c'est prévu. Ça, c'est déjà une faveur accordée. Donc, on dégage des parcelles, mais on dégage des lieux de culte. Autant on dégage des lieux pour des écoles, pour des centres de santé, pour la caserne d'une gendarmerie, pour un commissariat de police. On dégage également pour les lieux de culte. S'il y en a qui étaient déjà implantés, ils essaient de voir comment est-ce que c'est accordé. Même dans les promotions immobilières, ils tiennent compte de ces détails-là. Passer cette étape-là, quand une entité religieuse également demande un espace pour des activités sociales, que ce soit pour un centre de santé confessionnel, école confessionnelle, ou un centre de formation au métier, parce que aussi là aussi il y en a, il y a des faveurs également qui sont accordées. Je dis que ce n'est pas rendu public, mais il y a des facilités qui sont accordées, parce qu'il y en a qui ont des conventions et des partenariats qui lient l'État à l'entité religieuse. On se rappelle que le professeur Charlemagne avait menacé l'Église catholique de dénoncer d'ailleurs et c'est-à-dire de rompre le partenariat qui existe. Parce qu'il y a un partenariat qui existe. L'Église catholique qui sur le plan organisationnel est beaucoup plus en avance a un représentant envoyé par le pape qui fait office d'ambassadeur, même s'il c'est un leader religieux qui est là, c'est le nonce apostolique. C'est l'ambassadeur du Vatican, de la cité du Vatican auprès du Burkina. Et il y a cette convention qui est signée entre l'État du Vatican et le Burkina Faso sur les questions religieuses, les questions catholiques.
Donc, il y a un certain nombre de choses là-dedans. Maintenant, les autres sont également regroupés en associations. C'est la FEME d'une partie, la FAIB de l'autre côté. Donc, tout est bien organisé. J'ai dit, maintenant, ce qu'on peut demander à l'État, c'est aussi de faire le point. Parce que la subvention accordée par les médias, là, elle est connue. Et la cagnotte est connue. Et quand c'est fait, c'est même publié. Tel média a perçu tant, tel média a perçu tant. Les organisations syndicales également ont leur cagnotte, comme il nous a l'a rappelé. Donc ce n'est pas l'entité religieuse seule qui bénéficie de ces subventions-là. Mais moi j'ai dit, il y a des proportions acceptables. Mais ce qu'on peut demander à l'État et ce qu'on doit demander, c'est aussi de rendre public ces choses-là pour qu'on puisse en savoir. Parce qu'au nom de la redevabilité, de la transparence, on a besoin de savoir. Maintenant, moi, c'est sur les questions de pèlerinage. Et surtout que la communication tend à faire savoir que c'est la communauté musulmane celui qui bénéficie. C'est ça, j'ai dit ça aussi, c'est pas juste et c'est pas vrai. C'est pas elle seule qui bénéficie. Mais là-bas, il y a suffisamment de bruit d'ailleurs, que même pour l'organisation du Hajj, regardez il y a eu combien de crises. Et c'est piloté depuis le ministère. Le comité qui organise le pèlerinage, le Hajj. Et c'est le ministre même qui préside le comité, avec maintenant tout un ensemble, il est l'image visible de celui qui coordonne ces choses-là. Et il y a eu plusieurs ministres qui ont été épinglés parfois dans des malversations liées à l'organisation du Hajj et tout. Donc, parce qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. Sinon, quand les autres entités organisent, il n'y a pas de bruit. Vous êtes assis, vous voyez sur Facebook qu'il y a tel pèlerinage et tout, les conditions sont envoyées. Il n'y a pas un représentant de l'État dans le comité d'organisation. Celui des catholiques et celui également au niveau des missions évangéliques, il y en a qui l'organisent à titre privé, solo, individuel, et puis des gens ils vont et puis ils reviennent. Mais il n'y a pas un représentant de l'État qui loge au ministère, qui se rencontre par moment, non, pour être intégré. Mais au niveau de la communauté musulmane, c'est beaucoup autre chose, parce qu'il y a eu plusieurs crises liées à l'organisation. Mais je ne suis pas d'accord également que la com tend à dire que c'est elle seule qui bénéficie de la subvention. Ça, je m'inscris en faux, je ne suis pas d'accord avec ça. Les autres bénéficient, ce n'est pas rendu public. Mais là, il y a beaucoup de bruit, je dis bien. Et aussi, le politique a surfé sur cette vague également pour avoir des voix. En 2014, on est d'accord, on n'est pas d'accord dans la modification de l'article 37. Quand la FAIB est allée rencontrer le chef de l'État, à la sortie d'audience, le porte-parole a dit quoi? Il a dit que la communauté est d'accord avec la modification de l'article 37. C'est vrai qu'après, le CERFI et l'AEMB sont sortis pour s'inscrire en faux et dire que ce que le porte-parole a dit, ça ne les engage pas. Ça n'engage que ceux qui ont été d'accord, ça ne les engage pas. Ils ont fait cette précision. Les deux ont fait cette précision. Mais à la question de savoir pourquoi ils soutiennent, ils disent, mais il a même dit dans son argumentaire, il a mis la subvention du Hajj pour dire que ce sont les raisons pour lesquelles ils soutiennent. Donc, c'est-à-dire que même là, le soutien, il est beaucoup plus motivé par autre chose que de l'objectivité. Donc, le politique a son pied dedans, ses mains dedans, parce que le politique il a besoin de leur voix. Donc si vous ne subventionnez pas, c'est pas évident qu'ils puissent voter pour vous. S'ils donnent des consignes, ça ne va pas suivre. Mais nous sommes en transition. C'est vrai que quand on lit la charte, il n'est pas interdit aux membres de ce gouvernement-là de faire acte de candidature aux prochaines élections. Mais je ne pense pas que Damiba est candidat aux prochaines élections, il a une communauté aménagée. Je ne pense pas que M. Sourema, qui préside et qui est le ministre en charge du culte, soit candidat. Encore moins le Matédé, le ministre Bationo, donc Omer, n'est pas, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, dans 3 ans, il projette. Donc c'est une communauté qu'il faut aménager. Non, nous sommes en transition. Ça permet de mettre ces choses-là sur la table et regarder ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Qu'est-ce qu'on peut soutenir, qu'est-ce qu'on ne peut pas soutenir, qu'est-ce qu'on peut subventionner, qu'est-ce qu'on ne peut pas subventionner. D'accord. Alors, je voudrais peut-être une dernière question sur ce chapitre-là. Bernard a mis le doigt sur quelque chose, l'organisation du Hajj. Est-ce qu'il ne faut pas repenser justement le mode opératoire actuel et tenir compte justement des enjeux et de ce qu'on a tous dit, la question de laïcité? Oui, en fait, ce qu'il faut peut-être ajouter à l'éclairage, c'est que
nos États sont en fait liés à l'Arabie Saoudite par l'organisation de ce Hajj-là. Je vais dire que les individus eux-mêmes ne peuvent pas se lever comme ça et décider d'aller faire le Hajj. Si vous remarquez, dans tous les pays, il y a une sorte d'organisation, en tout cas dans nos pays africains, là, d'organisation de ce Hajj-là pour amener tout le monde. Et c'est ce qui fait que certainement l'État s'implique directement dans l'organisation de ce pèlerinage-là. Mais je suis d'accord que ce débat qui se mène aujourd'hui est une opportunité pour tout le monde de poser vraiment le débat sur la laïcité. Quel contenu on met dans la laïcité? Parce que ce mot-là, me semble-t-il, est galvaudé. Les gens n'ont pas les mêmes compréhensions de la laïcité. Est-ce que c'est la laïcité telle que perçue par les Français? Ou est-ce que c'est la laïcité dans son acception, je vais dire, juridique? Ou quel contenu on met dans notre laïcité? Il serait bien qu'à la faveur justement des débats qui sont menés sur la refondation, qu'il y ait un débat sur cette question-là. Et qu'en plus, la communauté musulmane qui est aujourd'hui indexée aille jusqu'au bout de la logique. Et que l'État également aille au bout de sa logique. En décidant de rendre public les 800 millions de subventions qui sont allouées, qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que c'est au nom de la transparence? Si c'est le cas, transparence pour transparence, qu'on dise qu'est-ce que chaque communauté gagne. Ça permettra d'éviter les stigmatisations. Il faut également qu'on sache au nom de quoi ces subventions sont données, où vont ces subventions, qui sont ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que quand je dis ceux qui en bénéficient, ça veut dire quand la communauté, on dit que la communauté musulmane a reçu 800 millions, c'est à qui on donne cet argent? Est-ce que c'est le président de la FAIB? Est-ce que c'est au président de la communauté musulmane? Est-ce que c'est le comité d'organisation du Hajj? Etc. À qui on donne cet argent? Et d'où vient cet argent? Et comment est justifié cet argent? Je pense qu'au nom de la transparence, au nom de la redevabilité, au nom de la bonne gouvernance, nous devons être à mesure de disponibiliser tous ces chiffres-là. Et voir également, est-ce qu'il faut continuer dans ça ou est-ce qu'à un moment donné, il faut arrêter pour réorienter nos priorités ailleurs? Parce que finalement, on se rend compte que l'argent des Burkinabés est utilisé pour faire des choses que l'ensemble des Burkinabés ne semble pas accepter. Donc, le débat sur le budget doit être rendu public. Nos députés doivent faire l'effort d'expliquer tout ce qu'ils votent et pourquoi ils les votent en parlant du budget. Et nos autorités aussi, au niveau du gouvernement, doivent expliquer aux Burkinabés tous les dessous de cette situation. On peut aller plus loin en descendant sur ces 10 dernières années-là pour voir qu'est-ce que la communauté musulmane a perçu chaque année et où est parti cet argent, de même que la communauté catholique, les évangélistes, etc. Et à un moment donné, il faut qu'on nous dise aussi si oui ou non, les coutumiers, parce que beaucoup aussi s'en réclament, est-ce qu'eux aussi ils reçoivent oui ou non de la subvention ou pas? Et qu'est-ce qu'ils en font? Et comment justifier cela? Parce qu'à ma connaissance, par exemple, pour ce qui concerne la subvention aux médias, c'est justifié systématiquement. Et quand vous n'êtes pas à mesure de donner de bonnes justifications, ben, l'année d'après, vous ne gagnez pas la subvention. Donc, ce serait bien effectivement qu'on ait de la transparence dans tout ça, afin d'éviter ce genre de débat qui mettent mal à l'aise tout le monde et qui contribuent à frustrer les gens et à ne pas favoriser le vivre ensemble des différentes religions et des différentes communautés. Merci, messieurs les juges. Nous allons passer à un deuxième sujet en relais pour cette convocation. Je le disais en début d'émission, au Mali, les autorités se donnent 2 ans pour rendre le pouvoir aux civils. Le colonel Assimi Goïta a paraphé lundi un décret fixant justement à 2 ans la durée de la période de la transition à compter du 26 mars. Alors, juge Bougma, on a comme l'impression qu'on a revu les prétentions à la baisse suite à la pression justement de la communauté internationale, surtout que nous sortons d'un sommet du côté de Accra où véritablement personne n'a été fixé, rendez-vous a été donné le 3 juillet. Est-ce que ce n'est pas cette pression-là qui peut justifier, je dirais, cette décision des autorités maliennes? Oui, effectivement, Bamako a revu
ces délais à la baisse. Ça permet aux autres de souffler. Je pense que si cette information était sortie avant le sommet, naturellement les sanctions allaient être allégées parce que les autorités de la CEDEAO également attendaient des gages pour pouvoir réduire, alléger effectivement les sanctions. Quand Bamako avait demandé 5 ans ou c'est 4 ans, Goodluck Jonathan a dit 4 ans au Nigeria, c'est un mandat présidentiel. Donc pour une transition, 4 ans, c'est trop. Donc maintenant, il y a les questions sécuritaires aussi qu'on met sur la table. Parce que le ministre malien, le premier ministre avait été clair. Il y a des régions, des chefs-lieux de région, où un homme politique ne peut pas aller s'arrêter pour faire campagne. Donc même si vous voulez organiser les élections, vous les organisez comment? C'est même pendant les campagnes électorales, notamment les législatives, que Soumaïla Cissé a été enlevé. La suite, on la connaît. Après une longue détention, libéré, puis bon, il n'est plus de ce monde, c'est vrai. Mais effectivement, c'est comme aussi le Burkina, quoi. Donc vous organisez les élections dans quelles circonstances, avec toutes les localités reprises ou pas. Mais il y a aussi une CEDEAO qui piétine ou qui traîne les pieds quand il s'agit de venir en aide aux pays qui sont en difficulté. Là, on la sent moins. Et au Mali, on l'a moins senti. C'est vrai que la CEDEAO également est embarquée dans la MINUSMA, où les pays de la CEDEAO aussi ont envoyé des troupes. Ça, c'est déjà bien. Mais sur le front offensif, ça bouge moins, quoi. Donc maintenant, c'est quand il y a la crise politique qu'on sent plus la CEDEAO. Et quand elle avait sorti la menace d'envoyer sa force en attente pour déloger les putschistes de Bamako, ça fait sourire plus d'un. Donc on a une force en attente qui n'est opérationnelle que s'il faut déloger un militaire qui a pris irrégulièrement le pouvoir. Donc ça posait en même temps aussi l'objectivité des choix de cette CEDEAO-là. Donc, mais maintenant, il y a effectivement toutes ces pressions. Je pense aussi que Bamako a fini par comprendre et trouver un juste milieu. Bon, 24 mois, c'est 2 ans. Maintenant, est-ce que la CEDEAO sera favorable à cela? C'est sûr que c'est au prochain sommet qu'on en saura davantage. Si nous avions eu l'information que Bamako a trouvé une date, c'était calé, c'était dans les tuyaux pour être annoncé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'annonce après le sommet? Ou bien il y a encore des négociations pour revoir les délais à la baisse? Ça, je ne sais pas. Mais peut-être que Assimi Goïta également et ses camarades ont évalué la projection sur le plan offensif comme le Mali est en train de mener pour voir que dans 24 mois, en termes de projection, voici les résultats auxquels nous pouvons parvenir et c'est faisable. Et donc, peut-être c'est pourquoi ils ont calé les 24 mois. Pour terminer, quand notre commission technique ici a siégé, M. Barry, qui a fait partie du collège, a même révélé ici au tribunal de l'actualité qu'au début, il n'était pas question d'accorder 2 ans et demi aux autorités de la transition. C'était au grand maximum 2 ans ou 1 an 6 mois. Et c'est à l'audition des militaires que les militaires ont dit, pour sécuriser, reprendre réellement les choses en main, dans les projections, il faut au minimum 1 an. 1 an également pour pouvoir faire de l'ancrage, réellement maîtriser la situation. En ce moment, ils peuvent organiser les élections. C'est ce qui a motivé la commission technique à accorder 2 ans et demi. Donc ils se disent, vous avez 1 an pour sécuriser, 1 an réellement pour réglementer les choses, reprendre les choses en main. Et donc, on organise les élections pour les tenir dans en gros 6 mois, ça peut marcher. Sauf qu'arrivé, les forces vives leur ont donné 3 ans. Donc, peut-être que les autorités maliennes également ont fait cette projection, parce que le souci aussi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'après les élections, la situation s'enlise, puisque Ibeka a été élu dans des conditions très difficiles, et on se disait qu'avec son élection, ça va aller. Il a continué de perdre le territoire. Son mandat a été renouvelé. Donc il a été réélu dans les mêmes conditions d'insécurité avec des zones qui n'ont pas pu faire les élections. Et puis la suite, on la connaît. Le président Kaboré, c'est pareil. Il est arrivé au moment où le terrorisme a commencé à taper au Burkina. Et l'accueil, ça a été le 16 janvier 2016.
sur Kwame Nkrumah. La suite, on la connaît. Réélu sous fond de modification de la loi électorale parce que toutes les localités n'ont pas pu voter. La suite également, on la connaît. On a encore perdu du territoire et après, ça chute. Maintenant, l'heure est à l'offensive militaire, grandeur nature. Si on se fie à la sortie du lieutenant-colonel Bamouni, bon, tout porte à croire qu'il y a une montée en puissance qui est palpable, selon ces termes. Alors, donc, est-ce que le Burkina également fera les 3 ans? Parce que d'ailleurs, le Burkina avait dit que si la situation évolue, ils n'atteindront pas les 3 ans. Même si je doute que, même si ça se règle, ils ne vont pas atteindre les 3 ans. Parce que ça ne dépendra pas d'eux seuls. Avec les hommes politiques à côté qui les embrouillent, ce n'est pas aussi évident, malgré leur bonne volonté. Maintenant, pour terminer, je pense que le Mali, certainement, a fait des projections et a dit, bon, 24 mois, c'est raisonnable. Reste à savoir comment est-ce que la CEDEAO aussi va encore accueillir cette sortie. Alors, juge Ouédraogo, on l'a dit, les autorités maliennes annoncent une transition de 2 ans qui va prendre effet à partir de mars 2026. Cela a été précisé. On n'oublie pas que la transition a déjà fait 18 mois. Au décompte final, c'est loin des 16 et 18 mois souhaités par la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Finalement, à ce niveau-là, est-ce que cette proposition, c'est vrai, qui est en deçà de ce qui avait été prétendu, finalement, est-ce que ça va passer? Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde est accroché aux lèvres de la CEDEAO pour ce qui est du rendez-vous du 3 juillet. En tout cas, je constate que la CEDEAO a indiqué déjà qu'elle regrette que de façon unilatérale, les autorités maliennes aient décidé de ramener la transition à 2 ans, alors que les débats, les échanges avec le médiateur Goodluck Jonathan étaient toujours en cours. Mais les autorités maliennes, en décidant de cette décision-là, en prenant cette décision, pour moi, ils décident de prendre les devants. Ils n'attendent pas la CEDEAO. Ils prennent les devants, ils montrent que c'est eux qui ont l'initiative du débat. Ils ne se laissent pas imposer quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que les 2 ans annoncés vont passer? L'avenir nous le dira. Il sera prétentieux de notre part de dire tout de suite si oui ou non ça va passer. Mais toujours est-il que dans cette tradition, la CEDEAO a toujours voulu des transitions de 18 mois maximum. Là, on est à 24 mois. Est-ce que ça va passer? Mais on sent déjà qu'au niveau des autorités maliennes, il y a un effort qui est fait entre l'annonce de départ qui était de 5 ans, qui a été ensuite ramené à 4 ans, et aujourd'hui ils sont à 2 ans. Ça veut dire aussi que ce sont des autorités qui ne sont pas sourds à l'ensemble de ce que la CEDEAO propose depuis le départ. Ils ne sont pas non plus sourds à ce que les populations maliennes subissent comme souffrance aujourd'hui du fait des différentes sanctions-là. Il appartient maintenant à la CEDEAO de tenir compte de ça et de faire en sorte que justement on ne continue pas à piétiner comme ça dans les débats sur le calendrier de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, mais aller au fond sur les questions de refondation, sur les questions qui ont amené justement ces crises-là dans ces différents pays. Parce qu'il y a une crise de la démocratie, il y a une crise de la gouvernance, il y a une crise sécuritaire, une crise sociale, une crise à tous les niveaux des compartiments de nos sociétés. Il y a nécessité de révolutionner les choses et de changer véritablement de paradigme pour faire en sorte que plus jamais les militaires ne soient obligés de s'immiscer dans les affaires politiques, mais que les hommes politiques aussi puissent travailler à répondre aux besoins et aux préoccupations de nos populations, de sorte à ce que nous ayons des institutions qui répondent véritablement aux attentes des populations. Ça va nous éviter ce type de problème-là. Sinon, on va imposer un calendrier aux autorités maliennes, ils vont aller rapidement aux élections, mais on n'aurait pas résolu les causes profondes qui ont entraîné cela. Et on risque d'être dans le recommencement perpétuel, dans des coups d'État perpétuels, dans des instabilités perpétuelles.
Pour moi, donc, la CEDEAO devait tirer leçon de ce qui se passe au Mali, mais de ce qui se passe également en Guinée et au Burkina, de sorte à ce que véritablement, plus jamais, on ait ce genre de situation de coup d'État, etc. Parce que d'autres pays l'ont réussi. Au Ghana, à côté, le président Raoult disait qu'il a travaillé avec les Ghanéens à mettre des institutions en place de sorte à ce que, même si c'est le diable qui arrive comme président, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Et nous devons travailler dans nos différents États à faire en sorte justement que quel que soit l'homme qui arrivera à la tête de l'État, que nos institutions restent en tout cas instables et que ce soit des institutions qui répondent aux besoins et aux préoccupations quotidiennes de nos populations. Sinon, rien ne sert d'avoir en tout cas une démocratie où ce sont les populations qui essaient de s'adapter. Il faut faire l'inverse, faire en sorte que nos institutions et notre démocratie s'adaptent aux besoins de nos populations. C'est comme ça qu'on pourra éviter les crises et c'est comme ça qu'on pourra faire en sorte qu'on ne soit pas dans le perpétuel recommencement. Merci, juge Ouedraogo. On avait 3 sujets enrôlés pour cette convocation. Le divin en début d'émission, le Burkina Faso a fait 2 sur 2, en tout cas en campagne pour les éliminatoires de la CAN 2023. Les étalons ont signé en tout cas une 2e victoire hier en raison du temps que nous avons et pour un jugement conséquent. Nous allons reverser en tout cas ce sujet-là dans nos prochaines convocations. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture apportées aux 2 sujets enrôlés. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.